Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un nouvel avis lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'avis lecture, ça fait plus d'un mois, donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. En tout, j'ai 9 lectures dont je dois vous parler aujourd'hui et donc vous vous doutez bien que ça risque d'être très long. C'est pour ça que je vais essayer de 1, pas trop traîner et 2, passer pas trop de temps sur les résumés, plutôt vous expliquer mon ressenti et évidemment les résumés vous pouvez les retrouver facilement sur internet si besoin. Donc on va commencer tout de suite avec la plus vieille lecture pour moi de cet avis. Je l'ai lu il y a à peu près 5 semaines. Il s'agit de Where the Crowded Sing de Delia Owens. Ce roman, c'est donc Là où chantent les écrevisses en français. Il vient d'être adapté au cinéma. On est ici sur une fiction historique. On se situe dans les années 50 ou 60, quelque chose comme ça. C'est ça, dans les années 60, en Caroline du Nord, où l'on va suivre Kia. Kia, c'est une petite fille qui a été complètement abandonnée par sa famille. Elle vient d'une famille très pauvre qui est qualifiée à l'époque et que l'on peut encore qualifier de nos jours aux États-Unis de white trash, c'est-à-dire une famille blanche mais qui vit dans une extrême pauvreté. Ils vivent dans une région de marécage en Caroline du Nord, un petit peu à l'écart de la communauté, c'est-à-dire qu'ils ont quelques contacts avec le village, ils vont faire des achats, ce genre de choses, mais ils vivent de manière complètement recluse et comme je vous le dis, sa famille va l'abandonner. Je vous laisserai découvrir pourquoi si ça vous intéresse. Et donc on va suivre Kia à travers son enfance, son adolescence et ses premières années en tant que jeune femme. Ça va pas être une vie facile, loin de là. Elle va traverser beaucoup d'épreuves, des choses très dures et elle va trouver son refuge dans la nature d'une part, la nature qui l'entoure, l'art d'autre part et enfin elle va commencer à se lier d'amitié avec certaines personnes de la communauté et c'est autour de ces relations que tourne ce roman. J'ai vraiment adoré. C'est un roman assez court et je l'ai lu, il me semble, très rapidement, en moins de 3 jours, quelque chose comme ça. C'était extrêmement touchant, c'était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé les passages qui portent sur la nature, la description des animaux, la description des paysages, la description des sensations de Kia. Le fait qu'elle soit artiste, ça m'a aussi beaucoup touchée. J'ai trouvé ça vraiment très bien amené. Et le côté un petit peu enquête de cette histoire, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a un peu un aspect thriller léger, mais quand même, il y a une enquête. On va suivre un mystère autour de quelque chose qui s'est produit dans les marais. J'ai pas envie de vous en dire trop. J'ai beaucoup aimé, même si la toute fin du roman m'a laissé légèrement perplexe. Je m'attendais pas forcément à ce que ça se résolve comme ça, mais ça n'a rien enlevé à l'affection que je porte désormais à ce roman. J'aimerais bien pouvoir voir le film, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller le voir avant qu'il ne soit plus au cinéma, mais en tout cas je vous recommande vivement ce roman et éventuellement son adaptation au cinéma parce que de ce que j'en ai entendu, elle a l'air vraiment très bien faite. Quand je vous dis que j'essaye de me dépêcher, j'essaye vraiment de me dépêcher. On va enchaîner sur ma deuxième lecture. J'ai lu ensuite Le tourbillon de la vie de Aurélie Vallogne. C'est un roman que j'avais depuis un an dans ma pile à lire, c'est ma maman qui me l'avait offert l'année dernière. Dans ce roman, on va suivre deux personnages principalement, un grand-père et son petit-fils. Le petit-fils qui a je crois 7 ou 8 ans est venu passer les vacances chez son grand-père, sachant que c'est des vacances un peu spéciales parce que le grand-père ne s'entend pas avec sa fille, donc avec la mère de son petit-fils, et c'est un petit peu un été sous tension. Le grand-père a peur que sa fille ne lui laisse plus jamais son petit-fils à cause d'un secret qu'il essaye de garder du mieux qu'il peut. On va donc suivre leurs relations, leurs petites aventures, leurs activités, leurs grandes discussions plus ou moins philosophiques. C'était très mignon. Il y a un aspect qui m'a un peu moins parlé, mais je pense que ça pourra aisément parler à d'autres, c'est que le grand-père dans cette histoire, c'est un ancien acteur de théâtre et il fait énormément de références au théâtre. Et au final, sur un roman qui est si court et surtout avec des chapitres si aérés et en général de pas plus de quelques pages, et ben ça prend beaucoup de place le théâtre, ce qui fait que j'aurais aimé moi personnellement passer plus de temps avec le petit-fils et moins dans les souvenirs du grand-père, mais on comprend aisément pourquoi. Je vous ne révèle évidemment pas le secret du grand-père, mais ça a un rapport avec ses souvenirs ou les souvenirs en général. C'était très touchant, je vais pas vous cacher que j'ai versé ma petite larme à la fin. Comme d'habitude chez Aurélie Vallogne, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'esprit, notamment dans les mots d'enfants. J'aime toujours les personnages d'Aurélie Vallogne, à la fois les enfants et les personnes âgées, c'est ce qui pour moi fonctionne le mieux chez elle. C'est pas mon préféré, je pense que si je devais choisir mon préféré pour l'instant, ça reste Mémé dans les orties, et j'avais aussi énormément aimé
comment ça s'appelle, En voiture Simone. Voilà, celui-là c'était une très très chouette lecture, pas un coup de cœur mais ça m'a fait passer un très bon moment et je vous le recommande si vous avez jamais tenté l'autrice, et pourquoi pas commencer avec celui-là. Ensuite on change complètement de genre et de niveau d'appréciation, je me suis enfin résolue à lire Coffin Road de Peter May. Pourquoi je vous dis enfin résolue? Si vous me suivez depuis à peu près le début de ma chaîne, vous savez que j'ai une relation très compliquée avec cet auteur. J'ai adoré, 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 je pourrais le répéter encore 10 fois, la trilogie de Lewis, donc la trilogie qui suit le personnage de Finn MacLeod, qui se passe sur l'île de Lewis et Harris. Ça reste une de mes trilogies de thrillers préférées et je pense que ça le restera pour très très longtemps, si ce n'est pour toute ma vie de lectrice. Mais ensuite, j'avais lu l'année dernière I'll Keep You Safe, qui avait été une énorme déception et que surtout j'avais trouvé très problématique. Le fait est qu'il me restait 2 Peter May dans ma bibliothèque et j'avais quand même envie de les lire, donc cette année je me suis forcée à en sortir un, celui-là. Et j'aurais pu m'abstenir. Ça n'a pas été une catastrophe comme I'll Keep You Safe, mais franchement je me suis ennuyée de A à Z. Je vais quand même vous parler un tout petit peu du résumé, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui m'a déçue. Dans ce roman, on se retrouve encore dans le décor des Hébrides, donc ça j'étais très contente. On va aussi passer du temps à Édimbourg, donc là aussi j'étais contente. Point commun avec la trilogie de Lewis, c'est qu'on retrouve le policier George Gunn, qui est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'étais contente de le retrouver. Et sinon, à part ça, c'est un stand-alone, il n'a pas de lien direct avec la trilogie principale, entre guillemets, de Peter May. Dans cette histoire, on va rencontrer un homme qui a perdu tous ses souvenirs, il se réveille au milieu de la mer à Harris, il est potentiellement en train de se noyer, il arrive à s'extirper des vagues et à revenir sur la plage, il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas du tout pourquoi il est à Harris, parce qu'il n'a pas l'impression d'avoir réellement des liens avec cette île, il ne comprend rien, donc on va suivre cette enquête-là. On va suivre ensuite l'enquête du policier George Gunn qui va découvrir un corps sur une île, une petite île perdue au large de Harris. Et enfin, on va suivre une famille à Édimbourg dont le père a disparu plusieurs années auparavant. Ce livre, pourquoi je l'avais choisi plutôt que l'autre qui est dans ma bibliothèque dont je ne me souviens même plus le titre, bref, c'est parce que celui-là avait été décrit comme un thriller écologique et je m'étais dit, ah c'est chouette, j'en lis assez peu, mais en général c'est des lectures que j'aime bien, les thrillers écologiques, ça a toujours un aspect un peu nouveau pour moi en général, j'en apprends pas mal, donc je m'étais dit c'est peut-être le bon moyen pour accrocher avec Peter May, et en fait pour moi l'aspect thriller écologique ce n'était qu'un gros prétexte pour tisser une enquête qui est un peu une espèce de parodie de la trilogie de Lewis. Vraiment, je me suis attachée à aucun personnage, je les ai trouvés caricaturaux pour certains, même si, comme je l'ai dit, pas aussi problématique que I'll Keep You Safe, mais il y a quand même 2-3 choses qui m'ont fait vraiment grincer des dents, que j'ai trouvé très limite, et l'enquête en elle-même, je l'ai trouvée assez banale. La dimension écologique, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à peu près 3 endroits du roman, mais ça n'impacte pas réellement l'histoire, c'est-à-dire que ça aurait pu être une enquête pour quoi que ce soit d'autre, il aurait pu s'agir de crimes, d'infractions qui tournent autour de quoi que ce soit d'autre, et pas forcément l'aspect écologique, et encore moins celui qui est développé dans ce roman, ça n'aurait absolument rien changé. Bref, c'était largement oubliable. Heureusement que c'était court, il va rejoindre un charity shop ou une boîte à livres. Je pense que celui qui me reste dans ma bibliothèque va suivre le même chemin. Honnêtement, j'ai pas envie de m'acharner avec Peter May et de me dégoûter définitivement de la trilogie de Lewis, parce que là, on commence à partir là-dedans, c'est-à-dire que j'en suis à me questionner sur, mais au final, qu'est-ce qui a pu faire que j'aime autant la trilogie de Lewis et qu'il soit impossible à retrouver dans cet auteur? Je trouve ça un peu dommage d'avoir commencé, en tout cas pour moi, par son meilleur et de me retrouver à lire des choses bien moins bonnes ensuite, mais en même temps si j'avais commencé par ça, j'aurais jamais persisté et je n'aurais jamais découvert la trilogie de Lewis. Donc c'est pas plus mal, vous me direz, mais donc voilà, honnêtement, si vous n'avez jamais lu l'auteur, passez votre chemin sur celui-là et allez regarder la trilogie de Lewis, c'est vraiment une merveille, je l'adore, tous les gens à qui je l'ai conseillé ont beaucoup aimé, tous les gens avec qui j'en parle sont d'accord avec moi, c'est vraiment une pépite, c'est quelque chose de très très novateur, et celui-là peut clairement passer à la case oubliette directement.
Nouveau changement de genre, mais ça vous me connaissez, j'ai des lectures plus qu'éclectiques. J'ai lu ensuite Persuasion de Jane Austen, enfin je dis de Jane Austen, on est ici sur une réécriture. Cette réécriture a été faite par Narendra Dhami et on est sur une édition destinée plutôt à la jeunesse avec des illustrations de Églantine Seulement, donc une illustratrice jeunesse française dont j'aime beaucoup le travail. C'est une petite réécriture parce que il fait moins de 300 pages, il me semble. Oula, oui, clairement, il fait tout juste 210 pages, c'est écrit extrêmement gros. Vous le voyez, extrêmement aéré. Vous avez pas mal d'illustrations, donc ça encore, ça prend aussi de la place. Donc autant vous dire que ça a été lu peut-être en une après-midi et une soirée. J'ai beaucoup aimé cette réécriture, à savoir que je n'ai pas encore lu l'original de Persuasion. Dans ce roman, on suit la jeune Anne Elliot. C'est la deuxième de sa fratrie. L'aînée est censée être la plus belle de toute la ville, si ce n'est même de tout le pays. La cadette, elle, a déjà été mariée à un noble pas si riche, mais en tout cas quelqu'un de respectable du coin, et elle, Anne, avait été fiancée 8 ans plus tôt à un officier de la Navy, sauf que cet officier n'avait pas assez d'argent à ce moment-là, et donc la famille de Anne l'avait persuadée de rompre les fiançailles, ce qui fait que depuis ce jour-là, Anne, de 1, a le cœur brisé, et de 2, est considérée comme la tante célibataire, un petit peu qu'on est content de voir au dîner ou de jouer aux cartes avec le dimanche, mais voilà, elle a un peu été mise au rebut, alors que, comme je vous le dis, ce n'est pas la plus vieille, clairement, on la traite comme une vieille chaussette, ça y est, on n'en fera plus jamais rien, et par un concours de circonstances, comme toujours chez Jane Austen, plus ou moins crédible, mais on se laisse entraîner et on se laisse gentiment guider par la main, le chemin de Anne et de ce beau capitaine qui a enfin fait fortune vont se recroiser. Il va y avoir énormément d'intrigues amoureuses, il va être question d'histoire de famille, il va être question d'héritage, il va y avoir de gros quiproquos, et je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé cette réécriture, même si je n'ai pas lu l'original, je connais assez bien, voire même très bien, le style de Jane Austen, et je peux vous dire que c'est vraiment très très accessible, tout en respectant assez l'esprit d'origine. Ça n'a pas été, comment dire, édulcoré, voilà, ça a été rendu plus simple sans être édulcoré pour autant, et je me suis fait le petit plaisir, peut-être 2 semaines après, de regarder la nouvelle adaptation de Persuasion sur Netflix, celle qui a été faite avec Dakota Johnson. C'était assez particulier, donc là aussi on est clairement sur une grosse réinterprétation, assez libre par endroits, c'est-à-dire qu'à certains moments ce film a fait le choix d'être extrêmement moderne, et à d'autres moments de coller beaucoup plus au roman d'origine, ou en tout cas à l'ambiance des Jane Austen d'origine. Ça m'a fait passer un bon moment, mais ça m'a fait aussi beaucoup lever les yeux au ciel, et surtout j'ai trouvé que les acteurs masculins étaient pas tous géniaux, notamment celui qui joue le beau capitaine qui fait rêver Anne depuis 8 ans. Je l'ai trouvé très risible à certains moments dans son jeu, c'était extrêmement bizarre. Bref, j'ai bien aimé pour autant. En plus, il y avait un petit lapin, la joue qui sert pas forcément à grand chose, mais qui était très mignon. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu celui-là. Je pense que je vais essayer de lire l'original quand même, pas tout de suite clairement, parce que là, entre cette réécriture et le film, je vous avoue que la famille Elliot et leurs amis, j'avais pas forcément envie d'en entendre parler de sitôt, mais je le relirai avec plaisir, et je vous conseille cette collection. Je vais essayer de m'en procurer d'autres, je vais voir si j'arrive à les trouver, mais par exemple en tant que prof, je vois très bien ça en bibliothèque, vous savez, en coin lecture au fond de la classe personnellement, mais donc voilà, je vous conseille cette collection, que ça soit pour vous ou pour des plus jeunes lecteurs. C'était une expérience très très chouette, et je serais très contente de pouvoir la renouveler. Après Persuasion, j'ai lu The Lake House de Kate Morton. Je vous en avais parlé, je crois, dans ma pile à lire de l'été. D'ailleurs, vous le voyez, mes lectures n'ont pas franchement respecté ma pile à lire de l'été pour cet avis, mais c'est pas très grave, celui-là en tout cas en faisait partie. J'étais très contente de retrouver le style de Kate Morton, qui est à la fois assez élégant, assez affûté, mais aussi très accessible, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez impressionnant. Elle arrive à maintenir vraiment une belle élégance dans sa plume, surtout dans les parties historiques, tout
tout en évitant des choses trop complexes, trop tordues, avec trop de fioritures, etc., etc. Et ça marche vraiment bien. Je vais quand même vous parler un petit peu du résumé. Donc dans ce roman, on va se concentrer autour d'une maison, la maison du lac. C'est une maison qui appartient à une famille qui, si elle a été très riche dans le temps, a un petit peu perdu de sa splendeur. Et quand on en arrive dans les années 40, non 30, dans les années 30, au début du roman, cette maison, magnifique certes, est en fait la seule chose, le seul bien de réelle valeur qui reste à cette famille. Mais c'est une famille somme toute heureuse. On a donc la maman et le papa, leurs 3 filles qui vont de 11 à 18 ans je crois, et le tout petit dernier qui était un petit peu le bébé que l'on n'attendait plus. Il voulait à tout prix avoir un garçon et ils ont réussi à avoir un garçon. Au début du roman, il a je crois 1 an. Donc ça c'est pour la partie dans le passé. Et ensuite on a une partie qui se passe de nos jours, au début des années 2000, où l'on va suivre 2 personnages. On va suivre d'une part une enquêtrice, Sadie, qui a été mise à pied de la police pour des raisons que je vous laisserai découvrir, et qui va tomber sur cette maison un petit peu laissée à l'abandon. Et d'autre part, on va suivre Alice. Alice, en fait, c'est une des 3 filles de la famille qui est propriétaire de cette maison, qui a maintenant plus de 70 ans et qui est devenue une autrice de thriller à succès et qui ne s'est jamais mariée, et surtout on ne sait pas ce qui est arrivé à cette famille. On sait juste qu'il y a eu un drame dans les années 30 qui ont fait que la famille a abandonné la maison et ne s'est jamais retournée. Donc on va avoir, comme souvent, ou en tout cas de ce que je sais de Kate Morton, en plus de celui que j'ai lu, il y a toujours chez elle un jeu passé-présent, et Sadie va aider Alice à résoudre le mystère de ce drame qui s'est donc produit dans les années 30. Cette histoire, c'est donc avant tout forcément une histoire de famille, de secret de famille, mais il n'y a pas que ça. Comme dans The Clockmaker's Daughter, ça permet à Kate Morton d'aborder des sujets beaucoup plus profonds, parfois assez durs. Par exemple, dans celui-là, on va aborder le syndrome du choc post-traumatique, donc ce qui à l'époque avait été simplement appelé shell shock après la Première Guerre mondiale et ensuite pendant la Deuxième. On va aborder tout un tas de choses comme ça très dures, la condition de la femme notamment, la perte d'un enfant, bref, c'était vraiment très très bien fait. Très beau, très touchant, et je dois dire que la construction de ce roman et les thèmes qu'il aborde m'ont largement rappelé Atonement de Ian McEwan. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que c'est un de mes romans préférés de tous les temps. Je parlais tout à l'heure de la trilogie de Lewis en matière de thriller, et Atonement, lui, il ne rentre même pas dans une case, il fait juste partie de mes romans préférés. Pourquoi je vous dis que The Lake House m'y a fait penser? C'est pas du tout en termes de « ah ouais, clairement, Kate Morton, elle est allée copier McEwan, etc. etc. » Non, ça reste des romans très très différents qui ont chacun leur genre, leur qualité et leurs quelques défauts, on va être honnête quand même si Atonement en a peu, il en a, mais en tout cas dans la construction, c'est-à-dire le décor de famille, famille parfaite, dans une belle maison, dans un cadre idyllique, où un drame va se produire à la veille de la guerre et va déclencher tout un tas de conséquences pour la famille, va faire soulever tout un tas de secrets que l'on avait gentiment cachés sous le tapis, et va permettre à l'auteur ou ici à l'autrice d'aborder des sujets bien plus graves concernant la guerre ou la psychologie des personnages. Ben c'est vraiment, c'est pas la même chose, mais en tout cas ça m'y a fait penser, et en bien. On aurait pu croire que bah, du coup ça allait un peu me refroidir parce que je serais forcément déçue, mais non, pas du tout. Ça marche vraiment bien, et surtout si vous avez lu Atonement, vous connaissez la fin. Je vous rassure, dans The Lake House, la fin est très différente. J'ai commencé à m'attendre au twist de fin à peu près une centaine de pages avant la fin. Je le voyais venir parce que même si je n'ai lu que un Kate Morton avant celui-là, je dois dire que je commence un peu à cerner la façon dont elle fonctionne, et je sentais venir ce twist, ce petit miracle que l'on n'attendait pas, ou en tout cas que l'on n'attendait pas à cet endroit-là. Ce n'est pas le miracle auquel vous pourriez vous attendre en lisant le résumé. J'ai pas envie de trop vous en dire, mais voilà, il y a quelque chose qui se produit à la fin qui démarque clairement ce roman de Atonement. Là encore, je ne veux pas vous spoiler Atonement, c'est tout l'intérêt de ce roman, c'est de ne pas savoir ce qui se passe à la fin avant d'y arriver par vous-même, que ce soit dans le roman ou dans le film. D'ailleurs, l'adaptation en film de Atonement est aussi une merveille. Rien que d'y penser, j'ai un petit peu une boule au ventre. C'est un running gag chez nous avec mon chéri. Quand il y en a un qui commence à embêter l'autre, l'autre lui dit si tu continues, on va regarder Atonement et on va finir par pleurer tous les deux pendant 2 heures.
Même lui, ça l'a fait pleurer, alors pour des raisons un peu différentes des miennes, c'est pas exactement la même chose qui nous touche, mais voilà. Atonement, si un jour vous avez un trop-plein de bonne humeur, de joie, et bah regardez Holiday Atonement et vous verrez que ça va un petit peu remettre les choses à zéro. Bref, j'arrête avec The Lake House, c'était une très très belle lecture, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vivement. On est vraiment passé pas très loin du gros coup de cœur, je pense qu'on peut parler sans problème d'un petit coup de cœur et dans tous les cas, lisez Atonement, je ne vous le dirai jamais assez. Vous me remercierez ou sûrement pas, je pense que vous fuirez en disant mais la dame est folle de nous avoir recommandé ça, mais en tout cas laissez sa chance à Atonement et laissez sa chance à The Lake House. J'avais mis The Lake House en pause, c'est parce que je voulais lire Labyrinthe de Franck Tillier. Je vous en ai parlé dans mon book haul, ma maman me l'avait amené pour les vacances et donc je me suis dépêchée de le lire pour pouvoir lui rendre. Je vais pas forcément vous parler trop du résumé parce que comme son titre l'indique, il est un petit peu labyrinthique et surtout j'aurais trop peur de vous spoiler. Je vais surtout vous parler un petit peu de la structure de ce roman et de ce qui a fait pour lui mon intérêt. Dans ce roman, on va commencer par rencontrer une enquêtrice, Camille, qui a retrouvé une femme qui apparemment ne se souvient pas qui elle est, ni d'où elle vient, ni ce qui a pu lui arriver. Et Camille va commencer à interroger le docteur qui est en charge de soigner cette femme afin de comprendre ce qui a pu se passer pour qu'une femme qui a l'air en parfaite santé, qui n'a aucun signe extérieur de traumatisme, puisse se retrouver comme ça à l'hôpital en ayant perdu la mémoire. Et le docteur va lui proposer de lui raconter une histoire qui impliquerait 5 femmes. Et donc ensuite le roman va alterner entre le point de vue de plusieurs femmes. On n'est pas vraiment sûr au début de la timeline, ni vraiment des liens qui peuvent exister entre ces différentes femmes, mais c'est là tout l'intérêt de ce roman. J'ai vraiment pas envie de vous en dire plus, sachez seulement que si ce roman peut être lu tout seul, il est quand même fait et pensé pour être lu en lien avec d'une part le manuscrit inachevé et Il était deux fois, parce qu'il permet d'avoir des réponses et surtout il permet d'avoir des points de vue de certains personnages ou alors des bouts d'intrigue que l'on avait seulement vu de loin. Là on va être dans cette intrigue à ce moment-là. Je ne vous en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais pour tout vous dire, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au début, j'avais vraiment du mal à voir où on allait, jusqu'au moment où les choses ont commencé un petit peu à se dessiner, plus comme un puzzle au final que comme un labyrinthe. Mais Franck Tillier avait déjà utilisé puzzle comme titre, donc il n'allait pas le réutiliser. Et vous verrez que la métaphore du labyrinthe, au final, a du sens. Mais quand on referme le livre, on dit « Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, j'ai tout compris, la mise en abîme, le lien entre les histoires, le lien avec les deux autres romans, etc. » C'est pas mon préféré de Franck Tillier, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Et comme souvent avec lui, ce roman n'a pas fait un pli. En tout, j'ai dû lire pendant qu'on était parti en vacances, j'ai dû lire une centaine de pages et quand on est rentré, j'ai enchaîné tout ce qui restait en une après-midi et demie. C'est toujours comme ça avec Franck Tillier, ça marche très très bien avec moi, il est très rare que je sois déçue. Donc voilà, pas mon préféré, mais ça reste une très bonne lecture et je vous le recommande vivement. Vous pouvez donc le traiter comme un stand-alone si vous le souhaitez, mais si vous avez l'intention ou si vous avez l'occasion de lire le manuscrit inachevé et Il était deux fois d'abord, et ben je pense que vous prendrez d'autant plus de plaisir à lire Labyrinthe. Voilà, on arrête pour celui-là et on enchaîne sur l'avant-dernier roman de cet avis puisqu'après il restera un graphique. J'ai lu très récemment Sorcery de Terry Pratchett. On est ici sur le 5e, c'est ça ? C'est ça, on est ici sur le 5e livre de la saga des Annales du Disque Monde. Je vais pas revenir sur les Annales du Disque Monde, je vous en parle régulièrement. Sachez que dans ce tome, on suit Rincewind, donc Rincevent, qui est un sorcier. Et en fait, un sorcier, un magicien, je sais pas comment ça a été traduit en français. Et dans ce tome, on va rencontrer un sourcier, c'est-à-dire que les sorciers, en fait, dans ce monde, sont les 8e fils de 8e fils. Et ils ne sont pas censés avoir d'enfants, sauf que un sorcier va avoir un enfant, ce qui va donner un sourcier qui est un peu un espèce de
de magiciens puissance 10 000 qui menacent l'équilibre du monde, l'équilibre de la magie, etc., etc. On va se retrouver confronté à ce sourcier, on va suivre le point de vue de Rincevent notamment, qui lui est donc un sorcier qui fait partie de l'université invisible, et l'université invisible va être face à un choix, se plier à ce nouveau règne du sourcier, ou alors mourir ou disparaître. Je vous l'ai souvent dit, Rincevent, c'est pas mon personnage préféré dans le Disque Monde, c'est pas forcément celui que je trouve ni le plus drôle ni le plus attachant, mais force est de constater que j'ai quand même passé un très bon moment. Comme d'habitude avec Terry Pratchett, j'ai ri plusieurs fois, vraiment, il y a toujours beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, parfois des jeux de mots que je vois pas à la première lecture, et ensuite j'arrive 2 phrases plus loin et je me dis mais attendez, il y avait un jeu de mots là. Donc je reviens et là je rigole, c'est toujours un plaisir. Mais pourquoi je suis particulièrement contente d'avoir lu Sorcery, c'est parce que le prochain qui m'attend, le 6e livre des Annales du Disque Monde, c'est The What Sisters, donc sorcière, c'est ça je crois, qui va revenir avec notamment Mémé, Cire du Temps, et ça j'ai vraiment très hâte. J'avais adoré ce personnage dans le premier tome qui lui est consacré, et comme par hasard, eh ben, on arrive tout doucement à l'automne, donc ça va être parfait. C'est aussi pour ça que je voulais lire celui-là. J'ai fait un petit peu une espèce d'entorse à la règle qui veut que je ne lis pas de fantasy l'été, mais c'est pas une règle, et de toute façon, qui va me dire quoi que ce soit, c'est pas grave. Le temps a commencé à changer ici à Édimbourg, donc l'automne commence à se rapprocher, c'était la transition parfaite, et ça me permet tranquillement de glisser vers mes lectures d'automne. À mon avis, vous allez commencer à les voir très rapidement, probablement que dans le prochain avis lecture, il y en aura déjà une ou deux. Ensuite, j'ai fait une autre entorse à mes règles de lectrice. J'ai lu un livre que j'avais acquis, je crois, moins de 3 jours avant de l'avoir lu. Je ne fais jamais ça, je suis de ces gens qui se retiennent le plus possible en se disant que du coup c'est moins culpabilisant si on lit d'abord des choses qui étaient dans la pile à lire depuis plus longtemps. C'est complètement stupide parce que je me mets des espèces de bornes, je me force à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Et là, pour une fois, je me suis écoutée, j'ai lu celui dont j'avais envie réellement à l'instant T. Il s'agit de The Daughter of Dr. Moreau de Silvia Moreno Garcia. Je vous en ai parlé donc dans mon dernier book haul. Je vous remettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Vous l'aurez compris d'après le titre, on est sur une réécriture de L'île du Dr. Moreau de H.G. Wells, donc le classique de la science-fiction. C'est une réécriture sur plusieurs aspects. Tout d'abord, on va ici se trouver au Mexique, donc sur la péninsule du Yucatan pour être plus précise, qui n'est pas une île, mais l'autrice le précise, pendant très longtemps, cette péninsule avait été cartographiée par erreur comme étant une île, tellement elle était perdue par rapport au reste du Mexique, et donc c'est pour ça qu'elle s'est permise de situer l'action sur cette péninsule, mais en soi elle aurait pu, moi, me le mettre au milieu de l'Auvergne, c'était pareil, hein, ça me dérangeait absolument pas. J'aime beaucoup cette autrice, vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Gods of Jade and Shadow l'année dernière, j'avais aussi beaucoup aimé Mexican Gothic, donc honnêtement, qu'elle le mette sur le Yucatan ou une île perdue au milieu de l'océan, ça ne changeait rien pour moi. Donc ça, c'était le premier aspect de la réécriture. Deuxième aspect, ça va forcément être le contexte historico-politique. On se trouve ici à peu près au milieu du 19e siècle, et donc on va avoir des conflits entre les indigènes mayas et les descendants des colons espagnols vont également se mêler de toutes ces affaires, les Britanniques forcément. Il y a par ailleurs des liens avec la France dans cette histoire, donc il y a quand même un contexte politique chargé, et au milieu de ce joyeux bazar, on a le docteur Moreau qui est français et qui s'est exilé sur la péninsule du Yucatan pour faire des expériences de vivisection. Il va en fait essayer, et ça je vous spoil pas, hein, c'est juste l'histoire d'origine de l'île du docteur Moreau. En fait, il essaye d'hybrider des animaux avec des humains pour arriver à des nouvelles créatures qui seraient par exemple capables de travailler de très longues heures sans avoir besoin de repos, qui auraient éventuellement des capacités propres à l'animal qu'il a hybridé avec l'humain afin de améliorer l'humain en quelque sorte. Et il vit donc sur cette île reclus, complètement coupé de la civilisation extérieure, avec sa fille Carlota Lotti, qui elle est en âge d'être mariée mais qui n'a jamais connu autre chose que le laboratoire
laboratoire et la maison de son père, et qui donc a une vie très très différente des filles de son âge. Il va y arriver tout d'abord un premier personnage, Montgomery, qui est un peu comment dire, un homme à tout faire qui a été placé là par le propriétaire de la maison du docteur Moreau, parce que Montgomery lui doit de l'argent, et donc le propriétaire a dit pour me rembourser ma dette, tu vas aller travailler chez Moreau et lui servir d'assistant. Et ensuite, quelques années plus tard, le fils de ce propriétaire, qui est un beau jeune homme plein d'argent, qui a comme par hasard l'âge de Lottie, va arriver également pour visiter la maison, mais il n'est pas au courant des expériences du docteur, et donc vous vous doutez bien que ça va créer des situations extrêmement compliquées. Ce livre n'a pas été un coup de cœur, vraiment pas. Je pense que je le mettrais légèrement en dessous de Mexican Gothic. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'autrice, ça sans problème. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'elle inclut, comme je vous le disais, des considérations politiques et historiques, parce que l'histoire de l'Amérique latine, je suis toujours contente de l'avoir mise en avant en littérature. J'ai assez aimé l'aspect réécriture de l'histoire d'origine. Maintenant, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage de Lottie. J'ai eu beaucoup plus d'affection pour le personnage de Montgomery, sans non plus que j'en sois tombée complètement fan. Donc de ce côté-là, j'étais un petit peu mitigée, et j'ai également trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Donc heureusement que ce roman était court, parce que j'aurais peut-être eu plus de mal. Sinon, là, ça va, j'ai pu le lire en 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Donc ça va encore pour un roman de cette taille, c'est largement raisonnable. Mais voilà, je peux pas dire que je sois réellement déçue, parce que j'avais vu quelques avis mitigés, mais en attendant j'ai également vu d'excellents avis et de très gros coups de cœur, donc je m'attendais un petit peu à mieux. Tant pis, c'est pas grave, ça peut pas marcher à tous les coups. Je vais le garder quand même, ça, pas de problème. En plus c'est un exemplaire signé, donc bon, l'esprit un petit peu collectionneuse en moi est très contente de l'avoir en ma possession, mais donc je vais le garder avec grand plaisir. Il ira rejoindre les autres livres de Silvia Moreno Garcia dans ma bibliothèque. Et est-ce que je vous le recommande? Oui, honnêtement. Est-ce que je vous le recommande pour lui-même ou en tant que réécriture de l'île du docteur Moreau? Et écoutez, je pense que je vous le recommande plus en tant que réécriture que pour lui-même, parce que si je n'avais pas eu en tête les codes entre guillemets de ce qu'il était en train de revisiter ou de réinterpréter, je pense que je serais passée à côté de pas mal de choses, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que certains avis sont mitigés. Il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une réécriture, parce que sinon lui-même, je vais être honnête, il a pas grand chose d'original en soi dans son pitch. C'est juste, ça fait juste une énième histoire avec une touche de science-fiction, un petit peu à la limite de la dystopie. Donc voilà, prenez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire une réécriture de Wells avec un fond historique qui touche à l'Amérique latine, et à mon avis, vous ne serez pas déçus, mais ne vous attendez pas non plus à la lecture du siècle, parce que c'est pas nécessairement là que vous la trouverez. Et enfin, on en termine comme toujours avec un graphique. Il s'agit ici de la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner, de Arleston et Dima. On est ici sur une très belle BD, vous le voyez, elle brille, éditée chez Dracou. On est sur un volume 1. Ça va être un petit peu compliqué de vous parler de ce tome 1 parce qu'il est extrêmement introductif, et en même temps il y a pas mal de choses à vous en dire, et j'ai pas envie, encore une fois, que cet avis dure 3h30. Donc je vais essayer de pas trop traîner. On se situe dans un royaume qui est localisé sur la lune d'une plus grosse planète, donc ce royaume est en fait en orbite autour d'une plus grosse planète, et ce royaume est organisé sous forme d'empire. On va rencontrer le jeune héritier de ce royaume, qui n'est pas encore en âge de régner, et donc c'est son oncle qui tient les rênes en attendant qu'il ait la majorité, mais on arrive vraiment très très proche de l'âge où il est censé récupérer les rênes du royaume. Sauf qu'on se rend vite compte que en fait son oncle est bien content d'être là où il est, et qu'il a clairement comme projet de faire disparaître le prince et sa jeune sœur aussi au passage, comme ça on est tranquille, de l'échiquier. Donc on va assister à des manœuvres politiques, des tentatives d'assassinat, etc. etc. Et en plus, cerise sur le gâteau, il se trouve que le monde, comme le titre le laisse penser, va s'arrêter de tourner, et ça entraîne donc, vous vous doutez bien, des conséquences très graves en matière de climat, c'est-à-dire qu'un côté de la planète va se retrouver complètement brûlée si on ne fait rien, parce qu'elle va être exposée non
non-stop à la lumière du soleil, tandis que l'autre risque de terminer en glaçon géant, ne recevant plus aucune chaleur. Donc le prince et sa sœur vont décider d'essayer un petit peu d'enquêter sur ce qui peut être en train de se passer et d'essayer de résoudre ce problème. Il y a beaucoup d'humour dans ce tome, j'ai beaucoup aimé ça, notamment grâce à deux petits corbeaux qui font des espèces d'apartés, de commentaires. Et j'ai trouvé ça très sympa. Vous les voyez, ils sont comme ça en général en début de chapitre, un peu séparés du reste de l'action. Et on les voit comme ça régulièrement à travers la BD. J'ai trouvé ça très sympa. Sinon, côté graphique, j'ai trouvé ça chouette, mais sans plus, c'est pas nécessairement mon style graphique préféré. Je vais vous montrer une ou deux planches. En tout cas, au niveau du design des personnages, c'est pas le style que je préfère, mais par contre, je reconnais qu'il y a une très belle palette de couleurs et surtout qu'il y a de très jolis détails. Je vais essayer de vous trouver une autre planche. Vous voyez par exemple dans l'architecture, etc. De ce côté-là, c'est très sympa. C'est juste les personnages, moi, qui m'ont pas plus convaincu que ça. La fin laisse présager un tome 2 aussi assez riche en rebondissements. Je me procurerai le tome 2 avec plaisir. Je ne sais même pas s'il est déjà sorti. Je ne crois pas, parce que celui-là, je crois qu'il date de fin 2022, de fin 2021, quelque chose comme ça. Donc peut-être que la suite n'est pas encore même annoncée. Je vais aller chercher. Mais je vous la recommande. Simplement, vous précipitez pas forcément dessus. Si vous avez plutôt l'occasion de l'emprunter à quelqu'un, ou alors si certaines médiathèques se le sont déjà procurées, tentez plutôt comme ça. C'est pas que je regrette mon achat, loin de là, mais je pense pas que ça soit non plus la priorité du siècle en matière de graphique. Voilà, c'en est tout pour moi et pour cet avis de lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout n'hésitez pas à me dire si certains de ces ouvrages vous font envie, ou alors si vous en avez déjà lu. J'aimerais bien voir votre avis en commentaire. Je vous attends donc juste sous la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ou éventuellement vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez également à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cet avis lecture, ma foi très long, jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Ciao!